Et nous terminons cette première séquence avec Christophe Couder, qui est le chef de pôle 3E, il va nous expliquer ce que ça veut dire, à la Directe Hauts-de-France. Et vous allez nous présenter à travers un diaporama rapide, vous me l'avez promis, ce qu'est le PIC régional dont parlait Madame tout à l'heure, à savoir donc le plan d'investissement dans les compétences en partenariat, donc mené en partenariat avec la région Hauts-de-France. Et en quoi ce PIC renouvelle-t-il l'offre de formation aux demandeurs d'emploi et aux jeunes peu qualifiés? Alors, je vous avais promis rapide, mais c'est vrai qu'on est tellement bien dans le sofa, je ne suis pas sûr de tenir parole. Mais vous pouvez rester après, si vous voulez. 3E, économie, emploi, entreprise. Donc, c'est faire le lien entre ces trois parties pour répondre à votre première question. Alors, le plan d'investissement dans les compétences, en fait, il fait partie d'un plan pluriannuel d'investissement qui s'étend de 2018 à 2022. Ici, on le voit, c'est le 4e pilier et édifier une société de compétences. Alors, un objectif, c'est accompagner et former vers l'emploi 1 million de jeunes et 1 million de demandeurs d'emploi, peu ou pas qualifiés. Je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit tout à l'heure Madame la sous-directrice du CGET, mais sur les 14 milliards, on a 2 milliards qui sont, entre guillemets, fléchés QPV, donc quartier politique de la ville. Pourquoi on met en place ce plan? Alors ça a été dit, je vais y aller là aussi très rapidement. On a la globalisation des marchés, on a le développement du numérique et on a la transition écologique. Donc on sait qu'un certain nombre de métiers vont disparaître et vont être remplacés par d'autres. On sait aussi que 50% des métiers existants aujourd'hui vont devoir muter. Donc il va falloir accompagner tout ça. Et en corollaire, on sait que les personnes les moins qualifiées sont celles qui ont le plus de risques d'être distanciées en cas de reprise, ce qu'on commence à voir, de la croissance. Donc là-dessus, pour ce faire, le plan investissement compétences intègre à la fois des programmes nationaux et des appels à projets d'innovation. Alors, les programmes le déploiement des programmes nationaux, je passe rapidement sur le premier, c'est avoir des outils communs à l'ensemble des acteurs, mais c'est également renforcer les dispositifs d'accompagnement vers l'emploi. Alors ça va être les GEC, les groupements d'entreprises à insertion qualification, c'est la formation des salariés IAE, c'est également des ateliers compétences opérationnelles, etc. C'est soutenir les transitions numériques et écologiques, ce qui renvoie à ce que j'ai dit auparavant, mais c'est également outiller les branches pour répondre aux métiers en tension et préparer l'évolution des besoins en compétences. Alors je crois que tout à l'heure, il y a une intervention de M. Philippe Lamblin, donc là-dessus, je lui laisse la parole. Au-delà de ces programmes nationaux, donc, il y a des appels à projets d'innovation, et dans ces appels à projets d'innovation, on a ce qu'on appelle l'appel à projet 100% inclusion. Donc là, c'est ce qu'on appelle la fabrique de la remobilisation. Le but, c'est d'expérimenter dans une logique de recherche et développement social des modèles d'action innovants à destination toujours pareil des publics peu ou pas qualifiés, résidents des QPV, j'insiste, et des territoires ruraux. On revient à ce qu'a dit Madame la sous-directrice, on est bien à l'État toujours sur nos deux pieds. Les demandeurs d'emploi à longue durée, les bénéficiaires du RSA ou toute personne en grande difficulté d'insertion professionnelle. Donc public fragile, quel que soit le niveau de formation, ce qu'on appelle des parcours sans couture, et pour remettre les bénéficiaires eux-mêmes au cœur de l'action. Alors... Ça y est, c'est... Ah oui, vous m'avez dit de faire rapide. Non, prenez votre nom. Sur le 100% inclusion. Non, sur le 100% inclusion, je vais poursuivre parce qu'on a 3 attentes spécifiques, justement. C'est pas dans les tuyaux. Ça immerge pas encore le... je vais vous dire ça. Tout d'abord, je vous donne les attentes spécifiques, je fais durer le plaisir. Donc, ce que j'ai appelé un parcours, du coup, vous m'avez fait perdre, vous êtes fort. Sans couture, c'est en fait un parcours intégré, c'est repérer et remobiliser les publics invisibles des institutions publiques, les maintenir engagés tout au long de l'action, stimuler la prise d'initiative, l'envie de la réussite et la capacité de leadership des bénéficiaires, et enfin, tirer profit d'une diversité de situations d'apprentissage et de modalités pédagogiques. C'est également un engagement des bénéficiaires, donc du gagnant-gagnant, et une capacité à expérimenter par itération. Donc la dotation initiale de ce premier appel à projet, c'est 40 millions d'euros, avec un financement public maximal de 80%.
Donc, pour répondre à votre question, il a été lancé en juin dernier pour une période d'1 an. Et vous l'avez, le cahier des charges consultable sur l'adresse qui est ici, mais on fournira le PowerPoint. Alors, c'est des projets, vous allez me dire, conséquents, 2 millions. C'est pour ça qu'on parle, comme l'a dit Madame la sous-directrice, de consortium. Il faut se mettre à plusieurs pour pouvoir... on veut quand même des projets qui soient suffisamment, qui tiennent la route. Donc on est dans une phase de sélection, expérimentation, de dépôt, innovation. Les premiers vont être officiellement dévoilés à un moment ou à un autre, je suppose. Il y a une date ? Alors, les premiers, on est en train de les étudier, effectivement, parce que le niveau régional, en association avec le niveau départemental, est interrogé, en groupe miroir de ce qui se fait au niveau national. Donc, je pense que les premiers lauréats vont être connus, oui. Alors, je ne sais pas si ça sera au fil de l'eau ou il y aura une instance particulière, mais on commence à recevoir des dossiers, à les étudier. Tout à l'heure, Madame la sous-directrice a levé le voile un petit peu sur l'USH, etc. Donc, qu'est-ce que ça pourrait correspondre à quoi en termes d'envergure ? Un profil type, sans donner de nom, mais ça pourrait être quoi ? Alors, l'exemple que j'ai en tête, le problème, c'est qu'on va tout de suite le reconnaître, mais il est dans l'insertion. Celui que je connais le mieux, il est dans l'insertion. Une structure qui est une assise effectivement suffisamment solide pour lui permettre, en accord avec d'autres acteurs, de pouvoir déposer ce genre de dossier. Et qui va permettre de... Et là, si vous dévoilez le nom, c'est ça ? Voilà. Ok. Je suis désolé. Je vous en prie. Mais il répond aux critères pour moi, pour ce qu'on en a vu, donc de mobiliser, aller chercher des gens et de les amener, de les accompagner du début jusqu'à la fin pour avoir une formation. Au-delà du PIC, on a le pacte. Alors, on aime bien un peu tous les acronymes, mais là, c'est un pacte avec la région. C'est sur le constat qu'on veut faire plus de formation, mais plus de formation pour avoir plus d'efficacité, pour répondre aux besoins d'aujourd'hui et de demain. On a parlé des métiers en tension, on a parlé des entreprises qui n'arrivent pas à trouver des salariés alors qu'elles ont des besoins. Donc, on a mis en place le pacte. Le pacte, c'est un effort supplémentaire de l'État qui co-contractualise avec la région sur la période 2018-2022. Alors, on a été un peu pris de court, entre guillemets, sur 2018. On a mis en place une phase d'amorçage. Mais sur 2019-2022, dernière diapo, voilà, on est en train de travailler avec l'État, la région, mais également le CREFOP, donc les partenaires sociaux, pour partir des besoins du terrain. Pour notre priorité, c'est à la fois les QPV, les zones rurales, ce sont les publics les plus éloignés de l'emploi, dont les travailleurs handicapés. Et le but, c'est de faire une matrice avec ça et de se dire quels sont les besoins en formation. Alors, on aura des besoins en formation qui seront, le but, c'est d'arriver différenciés par territoire. C'est-à-dire, c'est pas avoir, voilà. C'est pas les publics qui feront les besoins en formation, c'est les besoins des territoires. C'est les entreprises et les territoires qui feront les besoins. Mais derrière, il faudra croiser avec les personnes qui sont sur ces territoires, les demandeurs d'emploi, pour construire les formations, les plans de formation nécessaires. Qu'est-ce que ça change ? Ce travail n'est pas je dirais presque un document de base. Ça paraît logique, mais... Non, un document de base, mais que vous avez certainement déjà quelque part dans une base de données. On n'était jamais allé aussi loin dans cette logique de se dire de croiser et de matrice. Et un chiffre, rien qu'un, pour vous donner quand même une idée de ce qui est prêt à mettre l'État sur la table, rien que pour la région des Hauts-de-France, sur ce pacte, sur la période 2019-2022, c'est environ 740 millions d'euros pour des formations supplémentaires. Voilà, donc on y croit et on veut que nos jeunes, comme le maximum de personnes, soient formés, mais soient formés en adéquation avec les besoins des entreprises, avec les besoins des territoires et à la fois anticiper les besoins de demain. Voilà rapidement. C'est bon. Vous m'aviez dit. Oui, non, très bien, très bien. Bon, peut-être qu'on va d'ailleurs essayer de voir s'il y a quelques questions qui se posent dans la salle. On avait prévu cet exercice. Si tel est le cas, on a des micros. Si jamais vous voulez réagir ou réinterpeller d'autres personnes qui sont passées à la tribune, n'hésitez pas à le faire. J'avais oublié de le faire précédemment, mais cet après-midi se déroule dans une belle improvisation. Ne vous inquiétez pas. Est-ce que c'est le cas ou pas ? On a été complet, c'est génial, c'est bien.
Merci en tout cas, monsieur Couder, pour toutes vos explications et pour votre bel effort de synthèse.